20 août 2004, Taroudant, Maroc. Ce jour-là, le voile de la quiétude s'est déchiré, transformant la paisible cité berbère en une scène d'horreur absolue. Dans la zone isolée de l'Oued El-Wa'er, un groupe de personnes a fait face à une vision terrifiante. Un amoncellement de restes humains était jeté là, exposé. La découverte alerte les autorités qui dépêchent immédiatement un dispositif d'enquête complet, comprenant la police judiciaire et la police scientifique. Les premières constatations confirment le cauchemar. Il s'agissait des restes fragmentés d'au moins 8 victimes, toutes identifiées comme étant des enfants. L'enquête allait durer du jour, dévoilant l'un des secrets les plus sombres de l'histoire criminelle du Maroc et révélant le visage d'un monstre qui avait transformé son propre lieu de vie en charnier pour enfants. Bienvenue, une nouvelle histoire commence. La nouvelle a frappé le peuple marocain comme un coup de tonnerre, d'autant plus qu'elle s'est répandue comme une traînée de poudre en raison du grand nombre de journalistes qui ont afflué sur les lieux. La police judiciaire, accompagnée de la police scientifique, sécurise la zone pour entamer la longue enquête. Les restes sont immédiatement transportés vers la morgue et les laboratoires d'analyse pour déterminer la cause de la mort et l'identité des victimes. L'enquête a alors débuté avec de nombreuses hypothèses, notamment celle d'un gang impliqué dans le trafic d'organes, ou encore celle de charlatans et d'une affaire liée à la recherche de trésors, soulevant ainsi de nombreuses questions. Les premiers résultats d'analyse sont formels. Les victimes, dont l'âge est estimé entre 7 et 16 ans, étaient mortes depuis environ 3 ans. Surtout, l'examen de la terre incrustée dans les crânes ne correspond pas à la zone aride de l'Oued El-Wa'er. Elle est compacte, riche en matériaux de construction. Les enquêteurs ont alors la certitude que les corps ont été exhumés et transportés par le criminel, forçant les équipes à chercher le véritable lieu de sépulture. Sur le site du charnier, la police trouve un fragment de bandelette en plastique d'une association caritative. Les enquêteurs suivent immédiatement cette piste, se rendant à la succursale de l'association à Taléouine pour interroger le personnel. Ils découvrent qu'un chauffeur est chargé de se débarrasser des chutes de matériel dont ses rubans. Une enquête est menée avec le chauffeur, mais rien d'anormal n'est relevé dans son comportement ou son emploi du temps. Cette piste, malgré son potentiel initial, est donc rapidement écartée. C'est là qu'un détail crucial attire l'attention de la police. Selon les déclarations des parents, un point commun reliait tous ces enfants. Ils fréquentaient tous le même lieu, la gare routière de Taroudant, où ils gagnaient leur vie par de petits boulots, vendant des cigarettes, des sacs en plastique ou proposant leurs services. La police concentre alors toutes ses ressources sur cette gare, car elle est le dernier lieu où tous les enfants ont été vus avant leur disparition. La police a alors mené une surveillance acharnée, enquêtant jour et nuit sur toutes les personnes qui fréquentaient régulièrement la gare, y compris les employés, les commerçants et les passagers habituels, mais sans obtenir de résultats concrets. C'est au moment où toutes les recherches convergent vers cette gare routière que l'indice capital est révélé. Une feuille arrachée d'un agenda, également trouvée sur le site de l'Oued El-Wa'er. Elle portait plusieurs inscriptions, le mot Al-Hadi en tête, suivi de la promesse de vengeance. Wallah tagadin taqam, je le jure que je vais me venger. Plus bas se trouvaient les notes Adidas et 555. L'inscription Al-Hadi pousse la police à une vérification rapide dans leur base de données générale. Mais cette recherche initiale est sans résultat. L'enquête se focalise de nouveau sur la gare routière. L'information finit par tomber. Une personne portant ce nom travaille bien dans cette gare. Après des jours de surveillance infructueuse, cette coïncidence bouleverse l'enquête. La police est convaincue d'avoir mis la main sur une piste solide. Reste à savoir si cette simple inscription était celle de l'auteur des crimes. La police découvre que la personne portant le nom Al-Hadi sur la liste des travailleurs de la gare routière est Najib Al-Hadi. Compte tenu de l'importance de cette coïncidence, les autorités ont d'abord mené une surveillance secrète sur Najib. Après plusieurs jours passés à observer son comportement jour et nuit, ils constatent qu'il est une personne ordinaire sans aucun comportement suspect. La police en conclut que l'indice du nom pourrait être une fausse piste ou une coïncidence. Toutefois, décidé à exploiter cette unique information jusqu'au bout, il décide d'interroger Najib. Il est rapidement écarté. C'est alors qu'il donne l'information cruciale. Attendez, j'ai un frère, Abdelali Aladi, qui travaille aussi à la gare routière. Et si vous cherchez où le trouver, il habite une cabane de cannes et de plastique, sur un terrain vague entouré d'un mur non loin d'ici. Au matin du 7 septembre 2004, la police, guidée par Najib, arrive devant le terrain et frappe à la porte. C'est Abdelali lui-même qui ouvre la porte. Face aux agents, avant même que les policiers ne disent un mot, Abdelali livre un aveu glaçant. Je vous attendais. C'est bien que vous soyez venu me soulager de ma souffrance. Dans sa cabane, les policiers trouvent un agenda. Ils confirment la preuve ultime. La feuille arrachée, retrouvée au charnier, datée du 12 octobre, correspond parfaitement à l'emplacement d'où elle a été arrachée dans l'agenda.
Face à l'accumulation de ces preuves matérielles, Abdelali devient instantanément le suspect principal. Anticipant la nature des crimes et le besoin de préserver l'intégrité du site, les autorités ordonnent un déploiement de sécurité renforcé autour du lieu. Les enquêteurs continuent leur travail à l'intérieur de la cabane, déplaçant les cartons et les affaires sur lesquelles Abdelali dormait. C'est là qu'ils remarquent une anomalie flagrante. La terre sous les affaires n'est pas uniforme. Elle a été visiblement retournée et ne correspond pas au sol naturel du terrain. Face à cette terre remuée, l'inquiétude grandit sur le visage de Abdelali. Interrogé sur la raison de ces travaux de terrassement, il répond hésitant. Je creuse pour niveler le sol, monsieur, c'est tout. C'est pour éviter que l'eau de pluie n'inonde ma cabane. Malgré ces tentatives d'explication, les agents n'ont plus de doute. Ils commencent à creuser. La coïncidence laisse place à l'évidence. La terre du domicile est compacte, lourde, identique à celle trouvée sur les crânes des victimes. En creusant, la police exhume de nouveaux restes. 17 jours se sont écoulés entre la découverte des restes et l'arrivée à la cabane. La police a entre ses mains l'homme que tous les indices pointent comme l'auteur de cette série d'horreurs. Toutefois, les preuves matérielles ne sont pas suffisantes pour le procès. Abdelali est déplacé au poste de police pour un interrogatoire approfondi. Alors, qui est cet homme et quelles forces obscures ont pu le mener à transformer son lieu de vie en un charnier pour enfants? Une fois placé en détention, Abdelali met fin au mystère, offrant aux enquêteurs une plongée dans la psyché d'un homme brisé. L'interrogatoire révèle l'histoire d'un passé de victime et d'abandon. Né en 1962 au sein d'une famille modeste, Abdelali connaît une enfance marquée par la pauvreté. Il quitte les bancs de l'école après seulement 5 années de cycle primaire. Les choses se compliquent dans cette famille misérable lorsque ses parents divorcent. Le père quitte alors le foyer pour Inzgan dans l'agglomération d'Agadir afin de fonder une nouvelle famille, laissant derrière lui Abdelali, son frère Najib et leur petite sœur livrés à l'isolement et à la négligence. Le choc le plus violent survient à l'âge de 14 ans. C'est lors d'une visite à sa famille à Ben Sergao dans la région d'Agadir qu'il subit l'indicible violence d'une agression sexuelle collective. Un traumatisme qu'il n'a jamais pu surmonter et qui a été le point de bascule de sa psyché. Abdelali grandit en faisant face aux difficultés de la rue. Il travaille brièvement comme aide-réparateur de vélo et même comme berger. À 36 ans, il devient gardien d'un entrepôt de briques, y vivant seul 24 heures sur 24, complètement renfermé et replié sur soi. Son patron le renvoie après l'avoir trouvé en train de fumer en plein ramadan. Contraint de vendre divers articles pour survivre et satisfaire sa faim, Abdelali subit une véritable métamorphose sociale. Au fil du temps, il développe une façade de sociabilité étonnante. Sa réputation est excellente. Il est adoré des gens et connu de tous à Taroudant. Tout le monde le salue. Vers l'an 2000, Abdelali sollicite son oncle pour s'installer sur un terrain vague situé près de la gare, car celui-ci n'était pas encore destiné à un usage précis. L'oncle lui en donne la permission. Il y construit une cabane faite de cannes de plastique. Après que les autorités ont évacué le marché populaire où il vendait des cigarettes et de la ferraille, il se dirige vers la gare routière. Il s'est rapidement intégré aux ouvriers et aux commerçants de la gare. C'est là qu'il trouve un arrangement avec le propriétaire d'un chariot de sandwich. Il se charge du poste tard la nuit jusqu'au matin après le départ de la femme qui travaille le jour. La gare routière est très fréquentée, de jour comme de nuit. Mais tard le soir, l'activité se calme, ne laissant sur place que les voyageurs tardifs, les mendiants et surtout les enfants sans abri. C'est précisément là que l'obscurité, l'isolement et l'extrême vulnérabilité des enfants s'alignèrent pour offrir à Abdelali son terrain de chasse idéal. Abdelali a méthodiquement exploité la vulnérabilité des enfants des rues pour mettre en œuvre un rituel criminel d'une froideur extrême. Il endosse le rôle d'un père aimant, se montrant bon envers les enfants, leur donnant à manger gratuitement et parfois de l'argent. Il identifie les enfants qui n'ont nulle part où dormir et leur dit qu'il a un coin pour eux. Il confie aux enquêteurs que son mode opératoire était devenu un rituel. Il choisissait sa victime et l'emmenait à la cabane tôt le matin, quand toute la ville dormait, à l'exception d'un épicier voisin chez qui il s'arrêtait pour acheter des provisions, renforçant son image de bienfaiteur. Après l'accueil chaleureux, il se transformait en monstre. Il demandait à l'enfant d'avoir des relations avec lui. La plupart, terrorisés, refusaient. C'est là qu'Abdelali sortait un couteau pour menacer sa victime. Lui mettait du scotch sur la bouche et lui liait les mains et les pieds. Puis, après avoir assouvi ses désirs macabres, il l'étranglait, l'éteignant jusqu'à son dernier souffle. Une fois ces actes abjects commis, il se retrouvait seul avec le corps de l'enfant et ne savait jamais comment s'en débarrasser sans être vu. Il décida alors d'enterrer l'enfant sur place. Pour ne pas attirer l'attention des voisins, il utilisait son couteau pour creuser un petit trou. L'espace étant restreint, il mettait le corps en position assise et commençait à l'écraser avec ses pieds pour l'enfoncer dans la terre. Un procédé diabolique qui explique l'état fragmenté et cassé des restes retrouvés. Le plus choquant est qu'il mettait ensuite son matelas improvisé sur les cadavres et dormait tranquillement, comme si rien ne s'était passé.
Ces victimes, âgées de 12 à 16 ans, ont atteint le nombre de 8 enfants. Commencée en 2001, cette série macabre a vu toutes les victimes être tuées de la même façon et enterrées sous sa tête. Sa dernière victime avait été tuée 3 mois seulement avant son arrestation. L'horreur avait commencé bien plus tôt. Au moment de l'interrogatoire, un officier a demandé à Abdelali s'il avait un lien avec un corps d'enfant trouvé dans un conteneur à ordures. Sa réponse fut un choc. Il est vrai que personne ne m'avait questionné à ce sujet. C'était mon tout premier meurtre, commis en 1999, lorsque je travaillais comme gardien à l'entrepôt de briques. Un soir, j'ai repéré l'enfant. Je l'ai appelé et attiré, mais il a résisté et m'a mordu, me mettant sur le point d'être découvert. C'est après cela que j'ai compris que je devais changer de plan pour être plus prudent. L'événement qui a bouleversé ses calculs est survenu le soir du 20 août 2004. Elle avait reçu un appel de son oncle lui ordonnant de quitter le terrain car des travaux de construction allaient commencer. Il panique sachant que les cadavres allaient être découverts. Il élabore alors un plan pour s'en débarrasser. Elle a creusé frénétiquement pour exhumer les corps, plaçant une partie des restes dans un grand sac de farine vide et le reste dans 2 sacs en plastique. Il a emprunté le vélo d'un ami et a choisi l'Oued El-Wa'ar, situé à 2 km, comme lieu de décharge. Il a effectué l'opération de voyage, mais dans la peur et la précipitation du noir, il n'a pas pris garde de jeter les restes dans l'Oued, les laissant juste à côté, ce qui a rendu la découverte facile par les passants le lendemain matin. Il pensait pourtant que son plan était fiable et que la vérité ne serait jamais découverte. L'affaire choque le pays. Lors du procès, le procureur met en évidence l'intelligence et la préméditation du tueur, écartant toute folie. Le public a été choqué quand il n'a non seulement avoué tout, mais ajouté des faits inconnus de la police. Une fois, j'ai gardé un enfant avec moi pendant 2 jours, puis je l'ai laissé partir sain et sauf. Je ne l'ai pas tué parce que je choisissais mes victimes. Je ne m'en prenais qu'aux enfants méchant. Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait ses actes, ses réponses ont oscillé entre une froide lucidité et une détresse profonde. Parfois, je tuais simplement par peur qu'il ne me dénonce. Mais d'autres fois, je ne me souvenais de rien. Je n'étais pas dans mon état normal, je ne ressentais rien, jusqu'à ce que je réalise que le crime était commis. La nuit, mes victimes reviennent me hanter. Je fais des cauchemars où elles m'attaquent et me plongent la tête dans des braises ardentes. C'est cette logique tordue qui rappelle l'affaire Tourbini, un autre monstre façonné par la rue. Si vous ne connaissez pas encore cette histoire, elle est dispo juste ici. Mais pour l'heure, revenons au tribunal. Le procès de Abdelali, riche en aveux choquants, s'est achevé. Le 14 décembre 2005, la cour d'appel d'Agadir a condamné l'auteur des crimes à la peine capitale. Cependant, en raison du moratoire en vigueur au Maroc, cette peine a été commuée en prison à vie. Après 17 ans derrière les barreaux, Abdelali El-Hadi est retrouvé mort dans sa cellule le 7 mai 2022. L'affaire du monstre de Taroudant se referme. Merci d'avoir suivi cette histoire poignante jusqu'à la fin. Si ce travail d'enquête vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches et surtout, n'oubliez jamais de rester prudent. À très bientôt. Ciao.